Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce lundi endeuillée par la mort de 3 pompiers volontaires tués la nuit dernière alors qu'ils combattaient un incendie dans la Nièvre. La France compte 207 000 volontaires qui travaillent tous les jours aux côtés des professionnels. L'Espagne, elle aussi, paie à lourd tribut puisque 11 sapeurs-pompiers sont morts alors qu'ils tentaient de maîtriser les flammes qui ont déjà ravagé plus de 10 000 hectares de pinèdes dans le centre du pays. Après 4 mois et demi d'audition dans le procès de pédophilie d'Angers, les jurés ont commencé ce soir à délibérer. Pour la première fois, ces délibérations ne se déroulent pas dans un palais de justice, mais dans un bâtiment militaire. Au moment où les Français sont sur la route des vacances, l'État lance officiellement la privatisation des 3 sociétés d'autoroutes. En vendant ses parts, l'État espère récupérer 11 milliards d'euros. 2000 démographes sont actuellement réunis à Tours pour plancher sur l'avenir de la population mondiale. Dans quelques mois, nous serons plus de 6,5 milliards d'habitants. Une bonne nouvelle, la France conserve un taux de natalité supérieur à la moyenne européenne. Le Conservatoire du littoral a 30 ans. Cet organisme est chargé de protéger les côtes en rachetant des hectares de terre qui échappent ainsi aux promoteurs immobiliers. Ils étaient tous pompiers volontaires, ils avaient 39, 47 et 54 ans. Ces hommes sont morts hier soir écrasés par un mur alors qu'ils tentaient d'éteindre un incendie à Metz-le-Comte dans la Nièvre. Dans le village où tout le monde les connaissait, c'est bien sûr la consternation. Jacques Chirac, Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy leur ont rendu hommage. Emmanuel Lambert, Laurent Desbois. 3 écharpes noires dans les casiers, une pour chaque homme mort au feu. Le drame a eu lieu vers minuit et demi. Ce hangar à foin en pierre de taille s'est entièrement embrasé. Alerté par le crépitement des flammes, c'est un voisin qui a guidé les pompiers. Je suis revenu là avec mon fils qui était là. 2 minutes après, la charpente, tout ça s'effondre et le pignon tombe. Il y avait 3 pompiers qui étaient dessous. Mon fils a crié, attention, le pignon il tombe. C'est tout. Les pompiers décédés étaient tous volontaires. Ils avaient d'autres professions, mais étaient expérimentés. Aucune imprudence n'a, semble-t-il, été commise. Le mur est tombé vers l'extérieur, alors qu'habituellement les murs tombent à l'intérieur, et sans explication. Et ça a été très soudain. Ça s'est passé moins d'une demi-heure après l'arrivée des premiers secours sur place. Intense émotion à la caserne de Tannay. Le fils de l'adjudant-chef, lui aussi pompier volontaire, a vu son père mourir devant ses yeux. Dans le village, on connaissait bien Emmanuel Piou, 47 ans, Philippe Grospot, 39 ans, Michel Houdard, 54 ans. 3 hommes du pays, 3 héros du quotidien. Et voilà, c'est une grosse peur pour le pays. Surtout une petite localité comme Tannay, où tout le monde se connaît et tout le monde s'apprécie. Et voilà. Et ben ça va faire un gros vide. Dans l'après-midi, les gendarmes ont poursuivi leur enquête. Un banal feu qui couvre après la fermentation du foin aura coûté la vie à 3 pompiers volontaires. Leurs funérailles auront lieu jeudi prochain. Oui, ces hommes faisaient partie des 207 000 pompiers volontaires qui en France travaillent aux côtés des 37 000 professionnels et 11 400 militaires. La moitié des centres de secours ne fonctionnent que grâce à eux. Recrutés à partir de 16 ans, ils reçoivent une formation avant de s'engager sur le terrain. Rencontre avec un groupe de volontaires qui cet après-midi encore combattait un feu dans le Val d'Oise. Reportage Mathias Silion, Daniel Lévy. Pompiers volontaires ou pompiers professionnels, le danger est le même pour tout le monde. Il est 14h30 aujourd'hui quand le haut d'une barre d'immeuble s'embrase à Argenteuil dans le Val d'Oise. Ses occupants ont pu être évacués, il n'y a aucun blessé grave. Sur les 160 soldats du feu mobilisés, près de la moitié sont des volontaires. Ils ont suivi la même formation que les professionnels. Christophe Doual est volontaire depuis 12 ans. Artisan, père d'un enfant, le sergent Doual effectue 2 gardes de 24 heures chaque semaine à la caserne. Une vocation. C'est un rêve de gamin de monter dans un gros camion rouge. Il y en a qui viennent pour l'uniforme, pour faire aux filles. Et vous, c'est pourquoi? Moi, c'est par plaisir. Puis aller au feu, ça paie énormément. Ces pompiers volontaires sont payés 7 à 10 euros de l'heure pour combattre les flammes au péril de leur vie. Une faible rémunération qui ne décourage pas les jeunes recrues. On a toujours autant de vocations, nous avons beaucoup de difficultés à fidéliser parce que être sapeur-pompier volontaire, c'est sacrifier au plan familial, au plan personnel, au plan des loisirs. Et donc, beaucoup de jeunes ont cet engouement, peu restent 20 ans aujourd'hui. Nous avons le problème de fidélisation. En France, 85% des pompiers
sont des pompiers volontaires. Et en Espagne, ce sont aussi des pompiers volontaires, 11 au total, qui ont péri dans un vaste incendie de Pineda dans le centre du pays. Attisé par la sécheresse et le vent violent, le feu a déjà ravagé 10 000 hectares. Ce matin, la France a envoyé 2 Canadair en renfort. Stéphane Bretner. Apparemment, ce soir, le plus dur est passé. Parmi les 4 fronts actifs hier, seul celui de la région de Guadalajara brûle encore, mais sous contrôle. La nuit dernière, au milieu de la forêt, 11 pompiers qui luttaient contre le feu ont été pris au piège, encerclés par les flammes. Tous volontaires, ces pompiers sont morts, carbonisés. Des morts et plus de 10 000 hectares dévastés à cause, semble-t-il, d'un barbecue mal éteint. Jamais je n'ai vu de ma vie un feu pareil. Il était tellement fort, si intense. Les 700 personnes évacuées hier par précaution devraient regagner leur maison. Pas de quoi calmer les habitants d'Alcolea. Furieux, ils ont accueilli la vice-présidente du gouvernement espagnol sous les sifflets. Tous reprochent le manque de moyens et la lenteur des secours. Cet après-midi, un à un, les corps des pompiers morts au feu ont été évacués. Les 11 dépouilles transportées à la morgue de Guadalajara près de leur famille. Oui, toute la région est sous le choc, d'autant que les 11 victimes étaient de très jeunes sapeurs-pompiers. Pour les familles et les proches commence le long travail d'identification et de deuil. Reportage sur place, Samassoula, Chloé Lecomte. Les familles connaissent déjà la nouvelle. Elles viennent à présent pour l'identification des 11 corps carbonisés. Lente et longue après-midi dans cet hôtel de Guadalajara où on les a regroupés. Des visages jeunes, les amis des victimes. La plupart des 11 pompiers bénévoles piégés par les flammes avaient entre 20 et 24 ans. La forêt était leur passion, ils en avaient fait leur métier. C'est à la morgue que les dépouilles sont arrivées cet après-midi. À la morgue que les amis, les proches viennent spontanément soutenir les familles. Ce vieil homme a voyagé depuis Lusson à 100 km. Il connaît les parents d'une victime de 21 ans. Il est triste, en colère aussi. Pour un barbecue, dit-il, c'est une honte. L'homme nous explique qu'il attendra là pour présenter ses condoléances à la famille. Épreuve supplémentaire pour les proches, l'identification des corps. 15 membres de la police scientifique y travaillent. Depuis le drame, les familles sont entourées par une équipe de 14 psychologues. C'est une situation très délicate pour ces familles. Un stress très grave, très aigu. On essaie de traiter ces symptômes et surtout de les accompagner. Ce soir, les familles n'avaient toujours pas accès aux dépouilles. Dans la douleur et le recueillement, une colère gronde déjà. Tous s'interrogent ici. Pourquoi des pompiers bénévoles se sont-ils retrouvés seuls et démunis face à un tel incendie ? Dans le pays voisin, au Portugal, les autorités doivent faire face à une sécheresse sans précédent depuis 60 ans. Elle touche 97% du territoire. Dans ce pays, les habitants n'ont quasiment pas vu de pluie depuis le mois d'octobre. Reportage sur place, Florence Mavic, Patrick Paric-Miller. Sous un soleil de plomb, un étang s'évapore. Je peux vous dire que je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est la tournée d'inspection quotidienne pour Carlos. Chaque jour, le moral de ce gros exploitant en prend un coup. Dans une quinzaine de jours, il n'y aura plus d'eau dans ce barrage pour les animaux. Et même s'il en reste quelques centimètres, avec la chaleur, elle ne sera plus potable. Une dizaine de réservoirs naturels comme celui-ci parsèment la propriété de Carlos Sequeira. Depuis octobre, plus une goutte de pluie. Les points d'eau sont à sec. D'un bout à l'autre de ces campagnes du sud, le paysage est le même. Un sol aride, poussiéreux, des arbres desséchés, des champs stériles. Ça, c'est de l'avoine, semée en novembre. On ne l'a même pas moissonnée. Les animaux ont mangé ce qu'ils ont pu. Le reste, vous voyez. La production de fourrage et de céréales a chuté de 80%. Pour les 30 000 agriculteurs de la région, le choix est simple. Laisser mourir de faim les bêtes ou s'endetter jusqu'au cou en achetant de la paille. 9 000 € par mois pour un troupeau d'une centaine de vaches. Pour les gens d'ici, c'est l'avenir de la région qui est en jeu. Ici, tout repose sur l'agriculture. Tout le tissu économique va se détériorer. Le commerce, par exemple. Mais les Portugais le savent, leur salut ne viendra pas seulement de Bruxelles, mais surtout du ciel.
Moins dramatique qu'au Portugal, la sécheresse continue à s'aggraver en France. Jacques Chirac a appelé ce matin les Français à être vigilants. 52 départements sont déjà concernés par des mesures de restriction d'eau. Dans certaines zones, la situation est pire qu'en 1976. C'est le cas notamment en Poitou-Charentes. Dans cette région, les agriculteurs et les vacanciers sont obligés de réduire considérablement leur consommation. Laurent dit, Antonin Bautard. C'est un champ clairsemé que parcourt Jean-Marie Barrault. Depuis fin mai, cet agriculteur a arrêté d'irriguer un tiers de ses parcelles pour sauver le reste de sa récolte. Les rendements de ce champ seront inférieurs de moitié à la normale, même en cas de pluie. Quand on a des températures comme la semaine passée, avec 4-5 mm d'évaporation par jour, s'il vous pleut juste 3 mm, pensez bien que ça rafraîchit juste la feuille de la plante, mais ça ne va pas à la racine, c'est nettement insuffisant, quoi. Du coup, pour nourrir ses bêtes, l'éleveur devra sans doute acheter du fourrage, alors que les années précédentes, il revendait son maïs excédentaire. Avec moitié moins de précipitations en juin, les municipalités ont aussi été contraintes de faire des choix. À La Rochelle, on n'arrose plus les pelouses, mais heureusement, la ville avait anticipé une éventuelle sécheresse. On voit moins de massifs fleuris dans La Rochelle que les autres années, mais c'est un choix que nous assumons parce qu'il y a un moment donné, il faut les arroser plus copieusement pour les faire tenir. La chasse au gaspillage se poursuit jusque dans le port avec l'interdiction de laver les bateaux à l'eau douce. Le geste prohibé, le voici. Un plaisancier pas encore au courant des restrictions. Simple avertissement pour cette fois-ci. Pardon monsieur, restriction d'eau, on ne nettoie plus les ponts. Restriction d'eau, on ne nettoie plus les ponts. À l'eau douce. La bonne technique, c'est un simple rinçage au seau d'eau. Une économie d'une centaine de litres par rapport à un nettoyage au jet. Un gain d'autant plus précieux que Météo France s'attend à une aggravation de la sécheresse dans les prochaines semaines. Le sort des 65 accusés du procès pour pédophilie d'Angers se joue en ce moment même dans une école militaire de la ville. C'est dans ce bâtiment austère que les jurés délibèrent loin de toute pression extérieure. Ils doivent répondre à près de 2000 questions concernant la culpabilité ou l'innocence de ces hommes et de ces femmes. François Privat, Alain Darigran. Une ultime traversée de la ville d'Angers avant l'isolement total. Jurés et magistrats, titulaires et suppléants, une vingtaine de personnes en tout, ont laissé derrière eux le monde de la justice pour un conclave inédit, derrière les grilles et les murs d'une caserne militaire. Reclus pour délibérer. La cour et le jury seront en permanence accompagnés de gendarmes qui assureront leur protection et la surveillance des abords pendant toute la durée du délibéré, nuit et jour. Pour l'ensemble des reclus, journaux, radios, télévision, téléphones portables, Internet sont totalement prohibés. Seule distraction possible, une sélection de films vidéo et la lecture de quelques livres. C'est dans un bâtiment voisin que dès ce soir, le jury va devoir répondre à une longue série de questions. Seuls les repas servis dans une salle attenante viendront interrompre les délibérations. Chacun des jurés utilisera un de ces bulletins qui est revêtu de la formule prévue par le code. Sur mon honneur et ma conscience, ma déclaration est oui ou non. C'est-à-dire oui si le juré est certain et a la conviction que la personne dont on parle a bien commis le crime ou le délit qu'on lui reproche. Non, s'il est convaincu du contraire, ou même s'il a un doute, il répondra non. Entre 5 et 8 jours, c'est la durée annoncée du délibéré qui deviendra ainsi le plus long de l'histoire de la justice en France. Et on rejoint Dominique Verdeillan en direct d'Angers. Dominique, bonsoir. On peut dire que jusqu'au bout, ce procès aura été celui de la démesure ? Oui, du jamais vu en France, parce que les jurés qui cohabitent depuis 93 audiences vont devoir répondre à 1968 questions de culpabilité avant de se pencher sur le quantum de la peine. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, 1968 questions, c'est 6 fois plus que lors du procès Dutroux en Belgique il y a 1 an, et les jurés belges étaient restés 4 jours dans une caserne. Alors les jurés ici vont avoir à leur disposition les notes qu'ils ont prises depuis le 3 mars dernier, ainsi que des fiches signalétiques avec photos des 65 accusés. Et puis ils auront surtout en mémoire les dénégations, rétractations des hommes, les aveux en demi-teinte des femmes, et puis surtout les paroles de souffrance des victimes que nous avons entendues par vidéo interposée il y a maintenant plus de 3 mois. Les jurés de la cour d'assises ne devraient donc pas sortir de cette caserne avant le début de la semaine prochaine.
Merci beaucoup Dominique. Ce week-end en Égypte, des touristes français ont refusé de monter à bord d'un charter. Ils estimaient que l'appareil n'était pas suffisamment sûr. Aujourd'hui, l'affréteur de l'avion parle d'incidents regrettables provoqués par la panique de certains passagers. En fait, depuis la catastrophe de Sharm el-Sheikh, il y a 1 an et demi, les voyageurs sont beaucoup plus méfiants. Alors, comment savoir si le vol que l'on va prendre répond à toutes les mesures de sécurité? Quelques éléments de réponse avec Romain Clément et Christophe Vignal. De retour après un périple des plus chaotiques. Samedi, à l'aéroport d'Hurghada, suite à des incidents techniques, ces passagers avaient refusé d'embarquer à bord de cet appareil de la compagnie égyptienne AMC Airlines. À l'arrivée, ils ne cachaient pas leur révolte. On entendait vraiment le moteur qui s'éteignait, qui se rallumait, on a calé. Et là, ils ont dit on retourne à l'aéroport, c'est impossible de partir. Donc ils ont fait un deuxième essai. Et puis quand ils ont voulu décoller, ça redéconnait, quoi. En fin de compte, tout le monde a descendu, quoi. L'avion, qui a tout de même effectué la liaison, a été inspecté dès son arrivée à Paris. La Direction générale de l'aviation civile a considéré que l'appareil était apte à voler. Il a donc pu repartir vers l'Égypte. Depuis l'accident de Sharm el-Sheikh, des mesures pour renforcer la sécurité sont en cours d'élaboration. La Commission européenne souhaite que chaque passager puisse connaître l'identité de la compagnie sur laquelle il embarquera et promet de dresser une liste noire des compagnies dangereuses. Encore faudra-t-il la tenir à jour. De leur côté, les autorités françaises ont renforcé les contrôles. 2500 l'an dernier. Un label de qualité est à l'étude. Le label, ce sera une demande des compagnies qui se feront auditer, donc contrôler par un organisme indépendant qui a été choisi, qui vérifiera que la compagnie respecte bien, d'un côté, toutes les règles de sécurité et d'autre part, des exigences de qualité de service. Le voyageur pourra alors exiger de voler sur une compagnie détentrice du label. Dominique de Villepin l'avait annoncé dès son discours de politique générale. Aujourd'hui, l'État a lancé officiellement la procédure de privatisation des 3 principales sociétés d'autoroutes. L'État s'offre ainsi une rentrée d'argent estimée à 11 milliards d'euros. Alors les particuliers ne pourront pas devenir actionnaires, mais en tant qu'automobilistes, ils sont bien sûr concernés. François Baudonnet, Dominique Bonnet. L'État a décidé de vendre la totalité de ses participations. C'est au moment où ils sont des millions à les utiliser que les Français apprennent que les grands réseaux d'autoroutes vont être privatisés. Leur première question, les prix des péages vont-ils augmenter? Une escroquerie. Ce sera encore plus cher que maintenant lorsqu'elles sont nationalisées, quoi. Donc on s'attend à des tarifs très élevés. Ils ont promis que non pour l'instant, on verra bien. Et il est vrai que même privatisées, les sociétés concessionnaires doivent respecter les prix décidés par l'État. En ce qui concerne les tarifs, tout est déjà fixé sur de très long terme, donc ça ne changera pas. Par contre, nous espérons avoir beaucoup d'innovations possibles, nécessaires du reste. Des innovations donc sur les 3 réseaux, ASF, SANEF et Autoroute Paris-Rhin-Rhône, dans lesquels l'État détenait encore une participation. Leur vente à des entreprises privées devrait lui rapporter 11 milliards d'euros. Autre interrogation des usagers, l'entretien des autoroutes privées restera-t-il de qualité? Là encore, pas d'inquiétude a priori. Certains réseaux entièrement privés depuis leur construction ne posent pas de problème particulier. En fait, la véritable question née de cette privatisation accélérée concerne le financement des autres moyens de transport. Jusqu'à présent, les autoroutes rapportaient à l'État actionnaire des centaines de millions d'euros, réinvestis ensuite dans le ferroutage ou dans de nouvelles lignes TGV. Une source de revenus dont il devra désormais se passer. Je crois que c'est une réponse de court terme. On dit parfois qu'on vend les bijoux de famille, on ne vend pas les bijoux de famille, on vend la poule aux œufs d'or. Et je pense qu'il n'y a pas de stratégie. C'est-à-dire que nul ne sait comment seront financées les infrastructures de demain. Le gouvernement s'engage à trouver d'autres moyens pour développer le rail. Il compte notamment sur la manne récoltée par les radars automatiques. L'allocation de rentrée scolaire a été fixée à 263,28 € par enfant. Comme chaque année, elle sera attribuée aux enfants de 6 à 18 ans de familles aux revenus modestes. C'est 6 € de plus que l'année dernière. Près de 2 800 000 personnes en avaient bénéficié en 2004. Plusieurs milliers de producteurs de betteraves venus de toute l'Europe ont manifesté aujourd'hui à Bruxelles. Ils sont inquiets après la réforme de la politique agricole commune. Le marché du sucre, jusqu'ici très protégé, sera profondément modifié. Les manifestants craignent une baisse de 40% de leurs revenus. Il faut savoir que la France est le plus gros producteur de sucre en Europe. Pour comprendre ce malaise, Marianne Mas et Dominique Mas se sont rendus sur une grosse exploitation de betteraves dans le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, Paul Dromby n'était pas à Bruxelles avec ses collègues betteraviers, mais pour lui comme pour les manifestants, pas question d'accepter de se faire casser la filière par la Commission européenne.
Aujourd'hui, il y a un système de prix garanti par maîtrise de la production, du fait des quotas, et aussi par maîtrise des importations qui proviennent notamment du Brésil. Le Brésil, pour les betteraviers, c'est un peu comme la Chine pour la filière textile. En 2009, en effet, le marché européen s'ouvrira au sucre brésilien, un sucre indexé sur des cours mondiaux 3 fois moins élevés que les prix garantis dans l'Union. On comprend alors que les dents grincent. Pour gérer le marché, Bruxelles prévoit une réduction de 39% du prix du sucre et une indemnisation des planteurs de betteraves qui cesseraient leur activité. Cette réforme, la filière ne la conteste pas, c'est l'équation proposée qu'elle juge absurde. Aujourd'hui, c'était une filière qui était encadrée mais qui coûtait rien à l'Europe parce que financée justement par les cotisations payées par les agriculteurs. Et donc on ne voit pas pourquoi une remise en cause fondamentale du système. Simplement pour faire plaisir à quelques pays et quelques multinationales qui empocheront les bénéfices et absolument pas les consommateurs. La France ne serait pas la plus concernée par cette réforme, mais pour les betteraviers, l'inquiétude demeure. Pour eux, 120 000 planteurs sur les 320 000 que compte l'Europe devraient disparaître en 2 ou 3 ans. À l'étranger, en Israël, 20 000 opposants au retrait de la bande de Gaza ont commencé à se rassembler à Netivot, dans le sud du pays. Ils ont prévu d'entamer une marche qui doit durer 3 jours pour atteindre les colonies. Face à cette mobilisation imposante, le gouvernement Sharon n'a pas hésité à déployer les grands moyens, 20 000 policiers. Envoyés spéciaux, Martine Laroche-Joubert, Mossi Armand. Pas facile aujourd'hui pour certains colons sans voiture de rejoindre les opposants au retrait de Gaza, à 120 km de Jérusalem. Pas de bus et des policiers nerveux. Même ce parlementaire de la Knesset se fait rabrouer. « Pousse-toi, respecte la police », lui ordonne ce commandant. Ils partent donc à pied ou en stop, sans se décourager. Le point de ralliement Netivot, à la frontière du désert du Negev. La ville se colore en orange, la couleur choisie par les colons, hostiles au désengagement de Gaza. Ni la chaleur ni la poussière n'entament leur détermination et leur foi, ce sont essentiellement des religieux. Nous sommes ici pour empêcher une catastrophe. Nous prions. Seul Dieu peut nous aider. Nous n'arrêterons jamais d'espérer. C'est notre façon à nous de survivre. Nous voulons montrer que des gens bien éduqués et responsables sont contre ce retrait. Et pas seulement des fanatiques extrémistes. Une grande majorité de ces colons, en effet, se déclarent non violents. Ceux-là sont des religieux ultra-orthodoxes. Gaza fait partie de la terre promise. La terre a été reprise et nous l'a été donnée. Et ça, c'est la déclaration de Dieu. Fin de journée, des dizaines de milliers de colons entonnent des chants religieux. Les colons vont passer la nuit près d'ici avant de reprendre leur marche vers la bande de Gaza. Une marche interdite. Ariel Sharon a donné une consigne de fermeté à la police et à l'armée. Ce soir, le dernier bilan des attentats du 7 juillet à Londres fait état de 56 morts et 700 blessés. La politique irakienne de Tony Blair est aujourd'hui au cœur d'une nouvelle polémique, alors que les enquêteurs remontent progressivement la piste pakistanaise. Sur place, Jacques Cardoz, Virginie Travers. C'est désormais une certitude. Les 3 terroristes britanniques d'origine pakistanaise sont passés par Karachi, la mégapole du sud du Pakistan. La police a diffusé aujourd'hui leurs photos prises à l'aéroport en novembre 2004. Un séjour de 3 mois qui les a conduits à fréquenter 2 écoles coraniques, l'une d'elles dirigée par un groupe proche d'Al-Qaïda. Mohamed Siddiq Khan, le chef de la cellule londonienne, aurait participé à une réunion de hauts responsables d'Al-Qaïda et à une action terroriste en Israël en 2003. L'enquête, devenue internationale, continue donc de progresser. Mais depuis hier, les anti-guerres tentent d'expliquer ces attentats par la présence des troupes britanniques en Irak. Et ce matin, c'est le rapport d'un groupe de recherche indépendant qui est venu accréditer cette hypothèse. Ce que le rapport tente d'établir, c'est que la présence des troupes britanniques en Irak a été le prétexte pour le recrutement de jeunes musulmans britanniques par des réseaux terroristes comme Al-Qaïda. Un argument contesté par le ministre des Affaires étrangères, Jack Straw, pour qui une dizaine de pays a été frappé par le terrorisme sans être impliqué en Irak. L'heure des prétextes au terrorisme est révolue. Les terroristes ont frappé à travers le monde, dans des pays alliés des États-Unis, soutenant la guerre en Irak, mais aussi dans des pays qui n'ont rien à voir avec la guerre en Irak. De son côté, Tony Blair, qui rejette cette idée de lien entre les attentats et la présence britannique en Irak, préfère répondre sur un terrain plus politique. Son gouvernement
prépare une loi contre le terrorisme et au moins sur ce point, le Premier ministre peut compter sur l'appui de tous. Aux États-Unis, c'est une affaire d'espionnage qui déstabilise aujourd'hui George Bush. Son plus proche conseiller, un homme de l'ombre, Karl Rove, est soupçonné d'avoir révélé le nom d'un agent de la CIA. Et là-bas, c'est un crime fédéral passible de la prison, considéré comme le cerveau entre guillemets du président américain. Il pourrait être lâché par son clan. Alain de Chalvron, Aaron Diamant. Derrière le président, il y a le conseiller, il y a Karl Rove. On l'appelle le cerveau de Bush, brillantissime mais sans scrupule, adepte des coups les plus tordus. Le voilà pris dans un piège qu'il a lui-même monté et qui pourrait lui coûter cher. Flashback. Janvier 2003, Bush, pour partir en guerre en Irak, utilise l'arme nucléaire. Saddam Hussein, affirme-t-il, a cherché à acheter de l'uranium en Afrique. Mais voilà qu'entre en scène quelques mois plus tard un ancien ambassadeur, Joe Wilson. Il a précisément mené une enquête au Niger et a abouti à la conclusion que jamais l'Irak n'avait cherché à acheter de l'uranium. L'affaire fait grand bruit. On est alors à 1 an de l'élection présidentielle, on traite le président de menteur. Un journaliste proche de la Maison-Blanche, Bob Novak, est envoyé en première ligne. Il publie un article tentant de discréditer l'ambassadeur avec un argument bizarroïde. Sa mission au Niger, écrit-il en substance, ne vaut rien parce que c'est sa femme, agent secret de la CIA, qui l'a envoyé là-bas. On publie la photo de la belle espionne et tout cela serait presque comique si dévoiler l'identité d'un agent secret n'était aux États-Unis un crime fédéral. Un procureur spécial est donc nommé pour trouver la source, embarras à la Maison-Blanche. Si quelqu'un a enfreint la loi, on s'occupera de lui. Imprudent propos, car il s'avère que la source, c'est bien sûr Karl Rove, le conseiller préféré. Et voilà le président pris au piège. Aujourd'hui, recevant le Premier ministre indien, il se retrouve donc contraint de confirmer l'imprudente déclaration. Si quelqu'un a commis un crime, il ne fera plus partie de mon administration. Karl Rove affiche un sourire un peu forcé, mais il n'est pas encore licencié. Encore faut-il qu'il soit déclaré coupable. Mais d'ores et déjà, la pression dans la rue est forte, de plus en plus forte. Le cyclone Émilie, qui a déjà fait 8 morts, poursuit sa route dans le golfe du Mexique. Il vient de toucher la péninsule du Yucatan, une région très touristique. Des dizaines de milliers de vacanciers ont dû être évacués par mesure de précaution. Amaury Guibert. L'endroit est réputé pour ses plages de rêve, ses hôtels, tout confort et tout compris. Le cyclone Émilie a tout balayé. Des rafales de vent à près de 260 km/h ont transformé les côtes du Yucatan au Mexique en no man's land. 50 000 touristes évacués et entassés dans des centres d'hébergement, une promiscuité que certains vivent plutôt mal. On veut sortir de là au plus vite, se plaint ce touriste anglais. On pue et il n'y a pas d'eau courante. Une douche et un repas réclament un autre. Mais ces évacuations en masse ont permis d'éviter le pire au Yucatan. Pas de dégâts majeurs et pas de victimes recensées jusqu'ici, alors que dans la région, Émilie a provoqué la mort de 8 personnes. Vu du ciel, on voit le cyclone poursuivre sa route vers le nord-ouest du golfe du Mexique. Sa puissance a légèrement diminué, mais les vents pourraient à nouveau forcir en approchant des côtes. Et puis en Chine, c'est un typhon qui menace maintenant la côte est du pays. Plus de 600 000 personnes ont été évacuées par précaution. Hier, c'est Taïwan qui a été paralysé par des vents à plus de 220 km/h et des pluies torrentielles. Gares, aéroports, écoles étaient fermées. Des milliers de foyers ont été privés d'électricité. 34 blessés ont été recensés. Retour en France et la ville de Tours accueille depuis aujourd'hui 2000 démographes de 110 pays qui planchent sur l'avenir de la population mondiale. D'ici la fin de l'année, nous serons un peu plus de 6,5 milliards d'habitants sur la planète. Et fait nouveau, l'Europe n'est plus le seul continent concerné par le vieillissement de la population. Dominique Chimpakala, Jean-Marc Nouknouk. 700 millions de Chinois, Emma. Et 40 ans plus tard, ils sont près du double, 1,3 milliard de Chinois, sur une population totale de 6,5 milliards cette année. Prévision des démographes pour 2050, 9 milliards d'habitants, un chiffre qui tient compte d'une fécondité mondiale en baisse. La population continue à augmenter, mais à un rythme qui diminue, et diminue beaucoup plus vite que ce qu'on en avait imaginé il y a 50 ans. Aujourd'hui, plus de 60% de la population mondiale est asiatique. Les autres grands foyers se trouvent en Afrique et en Europe. Une des caractéristiques de la démographie, l'urbanisation. Un homme sur 2 vit en ville. Une population urbaine, mais également en voie de vieillissement, essentiellement dans les sociétés occidentales. Fait nouveau, le phénomène concerne désormais des pays émergents comme l'Inde ou la Chine.
Quant à la France, une fois encore, elle fait figure d'exception, en bien, avec en moyenne 1,9 enfants contre 1,4 pour ses congénères européennes. La femme française est une des plus fécondes du continent. Si elle se maintient à ce rythme, notre pays ne risque pas le dépeuplement comme certains de ses voisins. Selon l'ONU, l'Hexagone devrait atteindre les 63,5 millions d'habitants en 2025. Ce matin, Jacques Chirac était à Rochefort-sur-Mer pour fêter le 30e anniversaire du Conservatoire du Littoral et a annoncé une hausse de 40% de son budget. Le chef de l'État est très attaché à cet organisme qu'il avait lui-même initié en 1975. Le Conservatoire est chargé de protéger le littoral français en achetant des terrains qui échappent ainsi aux promoteurs immobiliers. Le Conservatoire travaille en concertation avec certains élus qui veulent lutter contre les constructions trop proches de la mer. C'est le cas notamment en Corse. Florence Mavic, Rémi Poissonnier. Vous avez donc, à partir de ces fenêtres de la mairie, pratiquement l'ensemble de la commune sous les yeux. Donc, à la fois le littoral, tout le terroir agricole que nous allons Perchée sur les hauteurs d'Ajaccio, la commune de Villanove a la tête dans le maquis et les pieds dans l'eau. Mais une chose gâche la fierté de monsieur le maire, une verrue au milieu du paysage. Ce lotissement en bord de plage, construit dans les années 70. Vous avez une série de maisons qui sont les unes contre les autres au-dessus d'une jolie petite crique. C'était la Corse de l'époque, on pouvait construire n'importe où les pieds dans l'eau. Donc ça a été fait. Il faut désormais tout faire pour l'éviter. Pourtant, ces charmes, l'île de Beauté les a préservés. 80% du littoral reste à peu près sauvage. 21% de ses côtes sont strictement protégées contre 8% sur la façade atlantique. Mais en Corse comme ailleurs, les promoteurs immobiliers ne sont jamais bien loin. Ici, on ne bétonne pas le littoral, on le parsème de villas, sous l'œil inquiet du représentant du Conservatoire du littoral. C'est le mitage et le défaut de qualité architecturale qui fait qu'à mon sens, on gâche un potentiel extraordinaire. Ça fait aussi quelque chose qui n'a rien à voir avec l'histoire de la Corse. La Corse, c'est l'habitat groupé, en retrait du littoral. Pour contrer ce mitage, le Conservatoire du littoral achète des sites, comme ici à Ajaccio. Il propose aussi des partenariats avec les élus pour aménager le territoire. Dominique Bianchi a répondu banco. Il rénove et développe les vieux hameaux sur les hauteurs de sa commune, plutôt que les bords du littoral. Si demain nous rendons constructible tout ça, on va passer très très vite, en 5-6 ans, à 3, 4, voire 5000 habitants. On aura véritablement uniquement un village dortoir, voire un village de résidence secondaire, où les gens viendront 2 mois par an. On n'aura plus l'activité agricole et on n'aura pas de véritable activité touristique. C'est un développement que nous refusons. Changement d'ambiance. Ici, sur la plage de la commune de Cotti-Chiavari, au sud de Porticcio, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Le maire a dans la tête plein de projets, malheureusement contrariés. La préservation outrancière du littoral freine le développement économique de l'île, c'est certain. Moi, j'aimerais voir se développer un urbanisme, si j'ose dire, de qualité. Pas des hôtels de 200 chambres, mais disons plusieurs hôtels, 7, 8, non pas 150, de 25, 30 chambres. De haut de gamme. Plutôt un tourisme haut de gamme. 2 visions pour une même île. Et pour calmer les ardeurs des uns ou des autres, une seule loi, la loi littorale, qui empêche tant bien que mal les amoureux de la pelleteuse de s'approcher à moins de 100 mètres des rivages. Après la Méditerranée, direction la côte atlantique. Depuis 7 ans, la baie de Saint-Malo se transforme chaque été en site d'archéologie sous-marine. Les scientifiques travaillent sur 2 frégates du XVIIe siècle. Et cette année, l'opération est particulièrement délicate puisqu'il s'agit de remonter les canons à la surface. Stéphanie Davoigneau, Christian Leroux. La baie de Saint-Malo, paradis des touristes, cauchemar des marins. Ici, les flots ont englouti des dizaines de bateaux. Parmi eux, une frégate corsaire qui aujourd'hui va peut-être livrer ses mystères. À 10 mètres de fond, ces canons dorment depuis 3 siècles. Chacun pèse plus d'1 tonne. Seuls des ballons de 500 litres d'air peuvent permettre de les remonter à la surface. Et le plus dur reste à faire. Avec le courant, le canon se balance dangereusement au bout de la grue. Toute l'équipe risque sa vie. Qu'est-ce que vous prenez en fait? D'avoir les canons sur le coin de la figure, quoi. En tout, 9 canons seront remontés sur le pont du bateau. Une aubaine pour cette équipe d'archéologues qui étudie depuis 10 ans l'histoire de cette épave corsaire. Effectivement, moi, en 27 ans de carrière, c'est la seconde fois dans ma vie que je ramène au jour autant de pièces d'artillerie en série. Donc oui, c'est un moment particulier.
Vaisselle, fusils, bouteilles, en tout plus de 2000 objets ont retrouvé vie sous les mains de ces experts. Grâce à eux, c'est le quotidien d'un bateau corsaire que l'on reconstitue. Les canons, eux, auront besoin d'un traitement de choc pour se refaire une beauté. Ce qu'on appelle une électrolyse, c'est donc un processus pour se débarrasser de cette couche et d'avoir enfin accès aux informations primordiales du canon, c'est-à-dire toute son histoire, ses inscriptions, ses décors, ses motifs, ses moulures. Un traitement lent, près de 3 ans avant que les canons puissent être exposés au public. En attendant, ils sont stockés bien au frais dans les eaux du port de Saint-Malo. Fini les cages ternes et les animaux dépressifs, voici la nouvelle génération de zoos. Ils sont construits autour de parcs ouverts où les espèces cohabitent. Exemple à Beauval, près de Bourges, Thomas Rambaud et Lise Ménan. Ici, évidemment, la nouvelle a vite fait le tour des enclos. On s'habitue à tout, mais tout de même, 4 petits nouveaux d'un coup. Les pensionnaires du zoo ont du mal à s'en remettre. Mais oui, madame, on va vous les présenter. Les voici, 4 bébés tigres albinos. Une anomalie génétique les prive de pigmentation, ils sont aussi beaux que fragiles. Cette année encore, le parc zoologique de Beauval n'en finit pas de voir son carnet rose s'allonger. 300 heureux événements rien que cette année, et même une nurserie pour les rejetons délaissés par leurs parents. Autant de naissances, ça attire les enfants. On a vu des tigres, des rhinocéros. D'autres s'intéressent à la libido des pensionnaires. Anaïs étudie le comportement de 2 femelles gorilles fraîchement débarquées. Résultat... Il y en a une qui pète la forme et on en est hier, on a eu une dizaine d'accouplements et ça continue sur la même lancée aujourd'hui. On en rosit de plaisir. Avec tous ces désirs en désordre, reste à assurer une bonne gestion des espèces. Ici, on applique le contrôle des naissances. Quand on commence à avoir trop d'individus dans certains groupes, soit on essaie de recréer d'autres groupes ou de faire des échanges d'animaux, soit des fois c'est pas possible. Donc dans ce cas-là, on est obligé d'envisager la contraception. Merci docteur. Un zoo où les passions se déchaînent, un bout de savane à 2 heures de Paris. À propos, ne dites plus zoo, dites parc zoologique. En perdant leur grille, les zoos ont retrouvé leur âme. Voilà, sport, le Tour de France est au repos aujourd'hui. La compétition est bien sûr dominée par Lance Armstrong, toujours maillot jaune. Sauf catastrophe, l'Américain pourrait bien remporter dimanche prochain sur les Champs-Élysées sa 7e victoire. Julien Benedetto, Nadine Picard. 3 secondes de vélo et une esquisse de sourire. Voilà tout ce que l'on a vu de Lance Armstrong aujourd'hui. L'Américain n'a pas dérogé à la règle qu'il a instaurée au début de son septennat. Jour de repos égale pas d'interview, pas d'autographe. On a aussi à le voir, mais à faire signer, non. On est là depuis un groupe de 5 depuis 8 h du matin et toujours pas. Donc on est un peu désespéré là. Le désespoir, voilà le sentiment des adversaires d'Armstrong. Vinokourov, Ulrich, Basso, tous ont attaqué le mythe. Le scénario est immuable. Dans les Alpes, dans les Pyrénées, le maillot jaune ne cède pas de terrain. Alors, Lance Armstrong a-t-il déjà gagné le Tour? Réponse cet après-midi de son dauphin, Ivan Basso. Non, vraiment, j'en sais rien. L'Italien entretient timidement l'espoir, contrairement au Danois Rasmussen, catégorique. Je crois que Lance Armstrong est imbattable. Il y a donc Armstrong et les autres. Chez AG2R, petite équipe française invitée sur le Tour, la domination de l'Américain n'est pas toujours perçue de la même manière. Il y a des coureurs qui l'admirent vraiment, de par son professionnalisme, son implication, son sérieux, sa détermination. Et puis il y a des coureurs qui sont un petit peu, justement, quand on regarde, un peu désabusés quelque part. Contrairement à l'année dernière, Lance Armstrong n'a pas remporté la moindre étape. Mais à l'arrivée sur les Champs-Élysées, il y aura sûrement le même moment jaune pour la 7e année consécutive. Comme chaque lundi, l'image du week-end, c'est un tour de Formule 1 sur le pont du Bosphore en Turquie. La voiture est conduite par le Britannique David Coulthard. Le pilote a estimé le parcours assez difficile en raison de nombreuses bosses sur la chaussée. C'était une initiative pour promouvoir le premier Grand Prix en Turquie qui se déroulera fin août. Retour en France et parmi les festivals de l'été, la danse contemporaine à Marseille. Depuis 10 ans, c'est le rendez-vous de l'avant-garde de la chorégraphie. Cette année, le danseur vedette est espagnol et révolutionne le flamenco. Michel Monponté, Philippe Luzzi. Alors évidemment, ceux qui ont de la danse espagnole une image de carte postale, la surprise risque d'être de taille. Au Festival de danse de Marseille, le folklore est clos et l'art est risqué, forcément. Israël Galvan, danseur chorégraphe, 6 solos autour de la tragédie de la tauromachie. Galvan ne raconte pas la corrida. Ou alors comme un poète. Galvan révolutionne le flamenco en inventant des gestes inconnus ou des gestes oubliés.
Galvan aurait pu faire une carrière, il a choisi de faire une œuvre, Nuance. À Marseille, ce danseur sévillan de 31 ans est l'invité vedette. Son père et sa mère étaient danseurs typicaux. Il aurait pu faire pareil et aurait fini sur une carte postale entre un taureau et un éventail. Moi, je voyais qu'on pouvait évoquer l'art de la tauromachie et du flamenco d'une manière plus profonde, de l'intérieur. Galvan n'a peur ni du silence, ni du danger des cornes. Et ce n'est pas le taureau qui tue, aime-t-il à dire, mais seulement le public. Un public qui ose aller vers la nouveauté ou pas. Il ne respecte pas les clichés, non pas les canons. Il respecte tout ce qu'est le flamenco, dans la musicalité, dans la recherche, dans l'intelligence, dans la sensibilité. Mais il s'est dégagé des clichés du flamenco. L'heure de la mise à mort, un balancement. Renversant comme un dessin abstrait d'un taureau de Picasso. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Nathalie Rué, 20h55, Interville, autour de Patrice Laffont et Nagui. 1h05, dernier journal, Ève Mété, dès 6h30, Télématin. Et on se quitte sur ces images de l'installation de Paris-Plage. La capitale aménage pour la 4e année les quais de Seine pour ceux qui ne partent pas en vacances et même pour les autres. Au programme chaises longues, sport et musique. Le sable a été en partie installé aujourd'hui. Paris-Plage sera inauguré jeudi prochain. Excellente soirée sur France 2. À demain, 20h.